Merci beaucoup. Je voulais remercier aussi M. Benzeline de m'avoir invité. Ça faisait un peu plus d'1 an que j'avais des contacts avec lui quand il venait à Aix aussi. On avait pas mal discuté avec M. Benzeline. Et puis j'ai plaisir à me retrouver au CRAS, qui est une maison que je connais depuis longtemps, mais je crois que ma dernière grosse activité avec le CRAS, ça a été l'énorme rencontre sur l'état des sciences sociales en Algérie. Ça datait de 2004, je crois, mais ça a été publié plusieurs années après. Et puis, comme vous dites, je suis resté très branché sur l'Algérie. J'ai été occupé notamment pendant 3 ans à un projet qui malheureusement a capoté au dernier moment. C'était le projet d'histoire d'un musée d'histoire de l'Algérie et de la France à Montpellier. Ça a été arrêté au dernier moment pour des considérations électorales. Bon, c'est des expériences. Donc, pour finir de me situer, si on peut dire, comme vous m'y invitez, je crois que j'ai fait carrière au CNRS, à l'IREMA, à Aix-en-Provence, et j'ai même dépassé la date de l'époque de l'éméritat maintenant. Et donc, avant cette carrière, j'avais passé 12 ans en Algérie. Bizarrement, je n'étais ni militaire, ni pied noir, ni coopérant au début, j'étais étudiant. Et je me souviens toujours avoir été accueilli avec beaucoup de gentillesse. J'avais fait un tour d'Afrique, et au lieu d'aller faire des études de journalisme à Lille, comme c'était programmé, je me suis dit, je vais continuer à faire mon droit, soit à l'Ovanium, au Kinshasa, soit à Alger. Et entre les deux, j'ai choisi Alger. Et puis, je me rappelle être arrivé un matin, comme ça, à la fin de ce tour d'Afrique que j'avais fait, et je suis tombé sur M. Boumengel, qui était directeur des œuvres universitaires, le frère de l'avocat qui avait été suicidé par des parachutistes, si on peut dire, et qui m'avait accueilli avec une gentillesse extraordinaire. Il m'a logé immédiatement à la CTU, et il m'a dit, je vous fais attribuer une bourse. Alors cette époque, elle était tellement bizarre que j'ai été voir le doyen, qui était encore un Français les 2 premières années, Roussier, un prof de droit musulman, j'ai peut-être connu, Jules Roussier, je crois. Et il m'a dit, écoutez, vous voyez cette fac, elle est vide, j'ai besoin d'un secrétaire général à la faculté, est-ce que vous voulez... Je vous nomme assistant, j'avais 20 ans. Alors je lui ai dit, écoutez, je vais réfléchir, puis je me suis dit, non, vaut mieux que je sois étudiant, boursier et vivant avec les étudiants, plutôt que de m'enfermer dans un bureau. Donc c'est comme ça, j'ai passé 2 ans comme étudiant à la fac de droit, j'ai connu tous les gens, on allait faire planter des arbres à l'arbatage, faire des tas de trucs comme ça, enfin tout ce qu'on pouvait faire à cette époque. Voilà. Donc l'Algérie, c'est un pays qui a beaucoup compté dans mon itinéraire. J'ai même eu 2 gosses qui sont nés en Algérie. En même temps, je crois que j'ai été le témoin assez attentif de ce qui s'est passé dans les 15 premières années de l'indépendance, en Algérie particulièrement dans l'université. J'ai eu la chance d'être assistant de Claude Colo en histoire, et puis de Ahmed Maillot, avec qui j'ai étroitement travaillé sur plein de sujets, qui a été longtemps doyen de la fac de droit. Donc cette expérience, j'ai essayé un peu de la rationaliser dans la mesure de mes possibilités, de contribuer à analyser ce moment de l'université algérienne, disons dans les 15 ans qui suivent l'indépendance. Et on a sorti il y a quelques années un bouquin collectif qui s'appelle « Le temps de la coopération, sciences sociales et décolonisation au Maghreb ». On a aussi sorti un autre collectif avec Kiad Benachour, tunisien, et Rostan Mehdi, qui est un franco-algérien actuellement directeur de l'IEP d'Aix-en-Provence, un hommage en l'honneur de Mahiou, qui s'appelle « Le débat juridique au Maghreb ». Donc on s'est intéressé, comme d'autres, mais de façon assez systématique aussi, à essayer de voir ce qui s'est passé à cette époque, pas seulement sous un angle nostalgique, mais en essayant de réfléchir sur ce qui s'est passé au niveau intellectuel et pédagogique et tout. Donc ce que je voudrais vous proposer, c'est quelques réflexions sur la décolonisation du droit, ou plus exactement l'enseignement du droit dans l'Algérie de l'indépendance. En effet, bien avant la redécouverte relativement récente des effets durables du temps colonial sur la France et le Maghreb, c'est tout la théorie postcoloniale, la question de la gestion de cet héritage
s'est posée à chaud dans les pays décolonisés au lendemain des indépendances. Et ça a concerné tous les domaines d'activité, toutes les pratiques sociales, tous les discours sociaux. Et dans l'Algérie de l'indépendance, pour ceux qui s'en souviennent, qui ont mon âge ou un peu plus jeunes, régnait un très fort sentiment de rupture avec le temps colonial, qui prévalait sur d'évidentes continuités aussi. Et la principale de ces continuités, c'est bien sûr un usage très important de la langue française, on peut dire dominant. Et cette continuité s'étendait aussi aux institutions et aux structures politiques. Globalement, on pouvait dire que le décor colonial était partout présent. On n'avait pas ces immenses constructions neuves comme on trouve. C'était vraiment un décor colonial qui était partout présent à Alger, au Oran. Mais ce décor, bizarrement, avait été déserté pour une grande part par les hommes qui l'avaient édifié et habité. Et il s'agissait, après l'indépendance, de l'occuper autrement et à d'autres fins, si on peut dire. Donc la rupture avec le passé, le besoin de décoloniser, s'imposait comme une nécessité, comme une dynamique, comme une commande sociale à tous les artisans, grands ou petits, nationaux ou étrangers, parce qu'il y avait énormément de coopérants, venus de divers pays, pas seulement français. Donc ça s'imposait à tous ceux qui étaient des artisans du changement en cours. Cette gestion par eux de la rupture avec le temps colonial, elle était relativement spontanée. Elle ne laissait pas beaucoup de place à l'époque à une réflexion approfondie sur les fins et les moyens du changement. Et c'est beaucoup plus tard que la réflexion sur cette expérience des premières années de l'indépendance, cette expérience à l'université, a été engagée par certains de ceux qui avaient participé et qui tentaient de traiter un bilan de ce qui apparaissait comme un moment très important dans leur itinéraire individuel et collectif. Mais il aura fallu attendre près d'un demi-siècle pour que sortent en réalité des témoignages, des analyses significatives, avec des ouvrages sur la coopération. Je pense notamment à ceux que Kadri a fait récemment sur les instituteurs, les ingénieurs, les profs du secondaire. Et nous, bon, ça s'observe aussi dans un ouvrage dirigé par Jean-Philippe Bras, qui est sorti récemment. Et puis j'évoquais ces deux livres, Le temps de la coopération et le livre d'hommage élaboré pour Ahmed Mayou. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont déjà commencé à écrire, à réfléchir sur cette question. Je pense que Ahmed Mayou lui-même a fait, dans l'ouvrage sur le temps de la coopération, un remarquable papier sur sa longue expérience comme réformateur de l'enseignement supérieur, avec Ben Yahya notamment. Et il a fait ça, il a écrit un papier sur tout ce à quoi il a participé entre 64 et puis les années 80-90, avant de rejoindre le CNRS en France. Il y avait aussi d'autres gens qui ont écrit, je pense à un article de Jean-Claude Vatin qui avait paru dans le débat juridique au Maghreb sur la revue algérienne des sciences juridiques, une étude de la revue de la fac de droit d'Alger après l'indépendance. Michel Miaille, qui avait beaucoup participé aux questions de réforme des études supérieures en 1971, a aussi écrit un article dans cet ouvrage. Donc, des analyses, des témoignages commencent à être nombreux. Récemment, il y a le livre sur Djerloul qui est sorti. Moi, j'ai participé au colloque sur Abdelkader Djerloul, qui a eu lieu il y a 5 ans, je crois, si je me souviens, fin 2011, qui a été publié récemment. Il y a eu le livre de Claudine Chollet, tout ça. C'est-à-dire que sur Claudine Chollet, donc, toute une série de choses ont été faites qui essaient de réfléchir sur cette période des premières années ou des 2 premières décennies de l'indépendance. Alors, dans l'Algérie de 1962, la rupture prenait des formes multiples. Elle prenait d'abord une forme politique évidente, après une guerre cruelle et qui avait cruellement traîné en longueur, puisque le scénario de fin de guerre, on connaissait depuis fin 59, début 60, les symboles du pouvoir colonial avaient été abattus et remplacés par ceux de la nouvelle légitimité politique. Les principales victimes de ce grand renversement des symboles étaient surtout les symboles du pouvoir colonial local,
celui des Européens d'Algérie, dont l'ultime avatar politique, l'OAS, avait contribué lui-même à une autodestruction suicidaire de l'Algérie française. Et je me souviens quand on traversait Oran, on voyait tous ces restes d'incendie, où nous on était étudiants à Alger, en dessous de la BU qui avait brûlé, etc. Enfin, des traces de cette autodestruction, on les voyait partout. Et en tout cas, ces événements avaient poussé à l'exil la plus grande partie des Français d'Algérie. Et finalement, c'est ça qui favorisait ce qu'on a appelé la coopération aussi, parce que, à tort ou à raison, les pieds noirs, comme on disait, avaient emporté avec eux le péché colonial, et le pouvoir métropolitain, qui était incarné à l'époque par la figure très respectée et populaire en Algérie de De Gaulle, c'était une des grandes surprises quand on débarquait. Pour moi, De Gaulle, c'était un vieux militaire, une vieille baderne, et des copains qui étaient étudiants avec moi, qui avaient fait le maquis, me disaient « Mais t'es fou, De Gaulle, c'est la France éternelle ». Il y en a même un qui m'avait dit « De Gaulle, c'est Jeanne d'Arc sortie de l'histoire ». Il pensait sans doute son histoire de France et d'Algérie de Max Marchand. Donc, c'était une ambiance très curieuse, très positive, et les individus, les coopérants, comme on disait, venus de métropole ou d'ailleurs, étaient très chaleureusement accueillis. Et donc c'est en partie sur les ruines de l'Algérie des colons que s'édifiait, à grand renfort de moyens financiers et humains, la légitimité de la coopération entre la France et l'Algérie nouvelle. Je me rappelle une carte postale qui était diffusée partout, 1963, année de la coopération avec les 2 drapeaux. On voyait des choses comme ça. C'était un processus qui n'était pas dénué d'ambiguïté. Il faisait un peu vite oublier la responsabilité des pouvoirs métropolitains dans la longue maturation politique du problème algérien. Mais on peut dire que De Gaulle avait réussi à sortir du képi de la colonisation la colombe de la coopération. C'était un peu un tour de passe-passe. En tout cas, c'est ça qui faisait marcher les choses au lendemain de l'indépendance, et puis tout le monde s'y retrouve. Je vous disais, la rupture, elle avait des formes multiples, elle était politique, elle était aussi culturelle. 20 ans après le triomphe sans lendemain de l'idéologie algérianiste, à l'occasion du centenaire de l'Algérie, et dans la foulée de l'audience internationale acquise par les écrivains de l'école d'Alger, le fameux universalisme méditerranéen, le basculement culturel, comme dit Nechet Rada, des années 50, avait fait émerger au premier plan la littérature maghrébine, la littérature algérienne, et avait refoulé dans l'oubli ou dans l'exil la sensibilité culturelle algérianiste, les écrivains algérianistes. Et c'était un mouvement culturel dont on sentait la force, qui était souvent associé à un processus politique. Alors, qu'en est-il du droit dans ces basculements culturels, je disais basculement politique, dans ce basculement politique, dans ce basculement culturel? Théoriquement, les enjeux de la rupture avec le temps colonial étaient énormes et auraient dû être très sensibles dans le domaine juridique, dans la mesure où le droit, discours de pouvoir et du pouvoir, avait été un des principaux instruments de mise en place et de développement de l'ordre colonial. Mais je crois que là, il fallait distinguer ce qui concernait l'identité et l'altérité juridique de la grande majorité des autres normes juridiques. En Algérie, comme dans beaucoup d'autres pays décolonisés, l'indépendance n'a pas signifié la disparition pure et simple du droit en vigueur. Par crainte du chaos, du vide juridique, les nouveaux responsables algériens ont veillé à ne pas détruire le système normatif existant, et même l'existence de ce système était un outil précieux pour assurer une transition progressive vers l'instauration d'un nouvel ordre juridique, politique et social. C'est cet esprit, évidemment, qui avait inspiré la fameuse loi du 31 décembre 1962 sur le maintien de la législation en vigueur, à l'exception des dispositions contraires à la souveraineté nationale. C'est une formule qui laissait supposer que l'ordre juridique français de l'époque coloniale pouvait être facilement décolonisé ou débarrassé de ses scories coloniales les plus apparentes. Cette loi avait d'ailleurs été précédée, dès le début de la mise en place de l'exécutif provisoire, déjà par un texte qui avait reconduit la législation en vigueur. C'est-à-dire que le droit, c'était un objet central, un instrument central du pouvoir colonial, mais à l'indépendance, finalement, on le ménageait pour différentes raisons.
Alors, il est vrai que les textes juridiques relatifs à l'Algérie étaient, sauf pour les lois d'exception comme le Code de l'indigénat, moins ouvertement colonialistes que les textes politiques ou littéraires. Et souvent, le droit rusait avec les principes égalitaires du droit français pour les accommoder aux situations collectives ou individuelles de la domination coloniale. On peut dire qu'il y avait une espèce de compromis colonial qui se traduisait notamment par la politique juridique d'assimilation, une façon de décliner au futur un principe d'égalité que l'ordre colonial se refusait d'appliquer dans l'immédiat. Et c'est ça qui faisait un peu aussi l'efficacité du droit, c'est-à-dire la capacité du droit à favoriser l'adhésion des sujets hors normes, même quand il n'y a pas de contraintes. Et il y a toujours cette croyance que le droit protège les faibles, n'avait pas été totalement absente de la scène coloniale, même si le droit avait parfois outrageusement été discriminé. Donc ces trois dimensions de la rupture avec le temps colonial, le politique, le culturel, le juridique, je ne parle pas de l'économie, qu'il y aurait bien d'autres à évoquer, étaient très tentantes à étudier au lendemain de l'indépendance. Si vous voulez, en tant que jeune chercheur, on se trouvait face à la dépouille encore tiède et omniprésente du système colonial, et on ressentait le besoin de travailler de façon pluridisciplinaire, ça c'était typique, sur l'histoire coloniale, sur les institutions de cette époque, sur l'univers mental de l'époque coloniale dans tous ses aspects, pour mieux comprendre la nouvelle société qui émergeait de ce passé. Ce n'était pas une fascination pour l'époque coloniale, loin de là, c'était un intérêt pour comprendre mieux les changements qui s'opéraient sous nos yeux. Et dans cette fac de droit désertée brutalement par des anciens maîtres, il y avait vraiment, il restait très très peu. Moi j'ai eu un ancien prof qui s'appelait Lemos, je ne sais pas si vous l'avez connu, un prof d'histoire du droit qui a dû rester 2 ou 3 ans. Les autres avaient disparu, quelquefois ils étaient partis tellement vite qu'ils avaient oublié leurs notes de cours ou leur robe. Et je me rappelle qu'on se déguisait bien des années après, il y avait 3 magnifiques toges de profs de droit, et on se déguisait, on s'amusait, on se prenait en photo. Enfin, vous voyez, on était vraiment des gamins aussi un peu jeunes. Donc, en tout cas, tout ça nous poussait à dresser un inventaire du passé pour mieux saisir le présent. Donc, on essayait de travailler non sur les métamorphoses du droit, et aussi sur les dynamiques et les processus politiques qui avaient conduit à l'indépendance. Alors c'était d'autant plus facile dans cette faculté de droit d'Alger. Par exemple, c'était très tentant de travailler sur l'histoire du mouvement national, parce qu'on avait plein d'étudiants qui avaient été des acteurs. Moi j'ai eu la chance d'avoir Abdenour Amiyaya, où je me sentais mal, j'avais 25 ou 26 ans, je lui enseignais l'histoire d'Algérie. Ça paraissait totalement ridicule, alors qu'il avait été créateur de l'UGTA, qu'il avait été ministre, mais tout ça jouait, et on avait beaucoup d'anciens comme ça, beaucoup de gens qui s'étaient beaucoup engagés. Alors, pourquoi ça se faisait comme ça à la fac de droit? Il faut rappeler que c'était une faculté qui était stratégique à cette époque pour la formation et la légitimation du pouvoir des cadres de l'État algérien. Et il y avait beaucoup de ministres, enfin il y avait quelques ministres en exercice, d'anciens ministres, des responsables policiers, d'innombrables moudjahidines en formation, et c'était curieusement une grande garantie de la liberté d'expression qui régnait à l'intérieur de la faculté. Il y avait aussi la bienveillance de certains responsables politiques. Je pense que le ministre Ben Yahya a toujours été très bienveillant vis-à-vis de cette fac. Il y avait le soutien de l'équipe des Canals, pilotée par Ahmed Mayou. Il y avait aussi un dispositif documentaire mis en place par d'anciennes militantes comme Jacqueline Guérouge, et à l'IEP, il y avait Zora Drif. À la BU, il y avait Bécadour, Mademoiselle Bécadour. C'est tous des gens qui avaient été des militants, mais qui croyaient profondément à ce qui se faisait. Et tout ça était un aiguillon, un stimulant pour la recherche. C'était même une liberté conditionnelle peut-être, mais plus importante que dans les facs françaises et permettant davantage d'expériences pédagogiques et pluridisciplinaires. Donc, le paradoxe, c'est que dans cette époque de rupture, donc le discours juridique a été, comme je le disais, moins que d'autres,
bouleversé par l'accession de l'Algérie à l'indépendance. Il n'y a pas eu de révolution juridique, mais une décolonisation, une algérianisation du droit. Et en fait, il a fallu, comme vous le savez, environ 2 décennies pour essayer d'algérianiser complètement la législation, sans mettre en cause complètement, ni dans sa forme, ni dans son esprit, une grande partie de l'héritage juridique du temps colonial, un héritage qui est complexe et difficile à caractériser. Bon, je n'ai pas le temps d'insister beaucoup, mais beaucoup d'auteurs, déjà dès l'époque coloniale, avaient remarqué la complexité de l'ordre juridique auquel était soumis l'Algérie coloniale. Et Louis Millot, notamment, disait qu'on rencontrait en Algérie à la fois des règles métropolitaines et des règles spécifiquement algériennes, d'autres qui étaient communes à l'Algérie et à la métropole. Et il disait qu'il y avait donc un système juridique algérien composite, sans bien insister malheureusement sur les rapports de domination coloniale qu'il caractérisait. En réalité, beaucoup d'auteurs de l'époque coloniale, s'accordaient pour souligner que la situation juridique algérienne était confuse et peu cohérente, sauf à de rares moments. Un de ces rares moments, ça a été les Senatus Consuls de 1863 et de 1865 sur l'état des personnes et sur la propriété, qui avait été conçu par Napoléon III comme un élément d'une constitution d'Algérie introduite par une lettre solennelle, et c'était son esprit de royaume arabe. Malheureusement, il a dû quitter le pouvoir après la défaite de 1870, et sa tentative d'édifier ce royaume arabe et une Algérie un peu originale a fait long feu. Au moment du statut de l'Algérie en 1947, il y aurait pu y avoir quelque chose d'intéressant, mais ça a été miné complètement par une très mauvaise application, notamment frauduleuse du statut de l'Algérie. Donc, quelque chose d'assez incohérent. Je rappellerai que l'origine du système juridique de l'Algérie coloniale, c'était aussi la convention de capitulation du 5 juillet 1830, qui s'est engagée à respecter les normes régissant les personnes, les croyances, les usages, les biens, mais donc à respecter grosso modo le droit musulman en vigueur. Mais cette application, comme vous le savez, était passée rapidement sous le contrôle du juge français, et ce qu'on a appelé le droit musulman algérien a été un rétrécissement progressif du champ d'application de la norme musulmane et une certaine francisation de sa forme. De la même façon, certaines coutumes berbères furent respectées, parfois un peu modifiées, dans les mêmes conditions. Globalement, c'était quand même le droit colonial qui a imposé son empreinte au système juridique algérien de l'époque coloniale. C'est le droit colonial qui a imposé la subordination d'Algérie de la France et l'assujettissement de la population musulmane. Ça s'observait de façon très caricaturale dans le code de l'indigénat, qui était l'exemple le plus connu et le plus dénoncé d'une discrimination des hommes dans l'ordre juridique colonial, et qui avait suscité des protestations, y compris de juristes français de l'époque, tellement ce système de l'indigénat heurtait les principes égalitaires du droit français. Je pense à des juristes comme Émile Larcher, notamment, qui avaient beaucoup dénoncé ce droit d'exception. Alors, donc ce caractère composite de la scène juridique algérienne s'observait notamment dans les 2 enseignements majeurs de la faculté de droit avant 1962, dans deux enseignements les plus spécifiques, les plus propres à cette fac, majeurs au sens ceux qui caractérisaient plus le système colonial, c'était ce qu'on a appelé la législation algérienne, puis le droit musulman algérien. C'est autour de ces 2 matières que s'est constituée peu à peu la faculté de droit d'Alger, alors que dans les facs françaises de la fin du Xe siècle ou du début du XXe siècle, on trouvait bien des cours de législation coloniale ou de droit musulman, par exemple à la fac de droit de Paris, mais c'était des disciplines à option, des disciplines secondaires par rapport au reste des disciplines. Là, en Algérie, il ne faut pas oublier qu'à l'époque coloniale,
la faculté de droit s'est créée progressivement, avec tous ses enseignements, comme une fac française, mais autour d'enseignements qui étaient tout à fait propres et spécifiques à l'Algérie. Ces deux enseignements étaient la législation algérienne et le droit musulman algérien. Très tôt, des chaires avaient été consacrées à ces études locales, pour reprendre une expression de Bousquet, et donc ce n'était pas du tout des matières auxiliaires ou secondaires, c'était des matières fondatrices pour la faculté de droit d'Alger. Et elles avaient un rôle crucial dans la formation des cadres administratifs locaux qui étaient appelés à maîtriser le droit algérien. Alors, l'enseignement dont la finalité coloniale était la plus caractéristique et la plus affichée portait sur la législation algérienne, mais cette législation algérienne donc, constituait une matière à part qui traitait du droit propre à la colonie. À cette législation algérienne étaient consacrées toutes sortes de publications, comme le dictionnaire de législation algérienne de Ménerville, publié à partir de 1867. Et cette législation algérienne, qui s'élargira un moment d'ailleurs à la Tunisie, fait très tôt l'objet d'enseignements dispensés par des professionnels, fait l'objet aussi de manuels. Je pense à celui de Besson en 1894, par exemple. Et lorsque la faculté est créée, à la fin du siècle, des universitaires s'emparent de la discipline. Donc le plus célèbre des universitaires qui va professer la législation algérienne, mais dans un esprit très critique, c'est Émile Largé. Ce n'est pas un anticolonialiste, il est partisan de la colonisation, mais c'est un égalitaire. Il est partisan d'une vision égalitaire du droit. Et c'est un peu la bête noire du gouvernement général. Il est aussi président de la Ligue des droits de l'homme en Algérie. Donc un personnage tout à fait particulier, qui ne cessera de dénoncer, au nom des droits de l'homme, les dispositions discriminatoires et inégalitaires de la législation algérienne. Il fait un manuel à partir de 1903, qui sera réédité jusqu'en 1923. Et ce manuel est très important puisqu'il prépare le concours de la fonction publique en Algérie, qui vont notamment servir à former les administrateurs coloniaux. Donc cet enseignement de la législation algérienne, ou du droit algérien, comme on le disait, va se poursuivre tout au long de la période coloniale. Il sera toujours accompagné par des manuels. Le tout dernier, il y en aura même après la Seconde Guerre mondiale, le tout dernier, il sera inachevé, c'est Paul-Émile Vuillard, qui se lance dans un traité inachevé sur le droit public et privé algérien, qui voulait faire en 8 tomes, et il réussit à en faire paraître 3, dont le dernier en 62, juste avant l'indépendance. Les autres ne verront pas le jour. Donc, en métropole, la législation coloniale, c'est un enseignement à option, comme je disais tout à l'heure, mais lui, il évolue sous l'influence de la décolonisation, sous l'influence du discours moraliste, de tout ce qu'on veut. Ça devient ce qu'on appelle le droit d'outre-mer, puis ça deviendra le droit de la coopération. Il y aura même un auteur très connu à Paris, prof Gonidec, qui donnera à ce cours de droit d'outre-mer une tonalité franchement anticolonialiste. Ce n'est pas le cas pour la législation algérienne ou le droit colonial enseigné à Alger. Alors, autre matière importante, toujours à l'époque coloniale, c'est le droit musulman. Et il va se détacher progressivement de la législation algérienne comme discipline d'enseignement à partir des années 1870. Bon, alors, quel est l'objectif de ce droit musulman? Bon, comme d'autres disciplines orientalistes de l'époque, c'est sans doute un peu de répondre à un besoin de mieux connaître la société algérienne musulmane et ses attentes. Mais il n'y a pas doute que son objectif primordial, c'est de dispenser un savoir d'action auprès des professionnels, administrateurs et magistrats, principalement français, qui vont être chargés de la gestion du statut personnel des indigènes musulmans. Et donc la mise en forme doctrinale du droit musulman algérien est l'œuvre d'un certain nombre d'enseignants, souvent des professionnels au début, des magistrats, ce ne sont pas des universitaires patentés dans les premiers temps. Ces auteurs vont se succéder dans l'enseignement de cette matière à l'école de droit d'Alger avant qu'elle devienne faculté. Les premiers à faire vraiment un cours structuré,
c'est Sotera et Charbonneau qui publient en 1873 à Alger un cours de droit musulman sur le statut personnel, un ouvrage très rigoureux par rapport aux sources musulmanes, très honnête, et qui se réfère à la Convention de capitulation de 1830 comme un acte fondateur de la place accordée au droit musulman dans l'Algérie coloniale. La notion de droit musulman algérien, c'est l'adjectif algérien, il est rajouté à partir de 1881 par Ernest Zès, qui est lui aussi pas un universitaire mais un magistrat à la cour d'appel d'Alger, et qui enseigne le droit musulman dans le cadre du certificat inférieur de législation algérienne et de coutumes indigènes, toujours fait pour former les administrateurs et magistrats. Il est aidé dans ses recherches par deux lettrés algériens, qu'il remercie, et il publie son cours en 1885 sous le titre « Traité élémentaire de droit musulman algérien ». Plus tard, il va définir ce droit musulman algérien comme un droit composite, résultant de l'intervention des tribunaux français sur la loi civile de l'islam. Un autre auteur important dans la définition de cette matière, disons, c'est Lefébure, qui théorise un peu ce qu'est le droit musulman algérien dans une sorte de leçon solennelle de rentrée universitaire. Et pour lui, le droit musulman algérien, c'est un droit musulman francisé, qui vise à rapprocher les deux législations sans porter atteinte aux croyances des musulmans et aux parties de la loi civile des musulmans qui se confondent avec la loi religieuse. Bon, certains même voudraient que ce droit musulman algérien devienne une branche du système juridique français. C'est une matière, alors à la différence de la législation coloniale qui est fixée sans arrêt par des normes, des règles, des arrêtés et tout, le droit musulman algérien, c'est surtout construit par la doctrine et la jurisprudence. Il fera l'objet d'une tentative de codification, mais cette tentative ne sera pas adoptée, même si elle est extrêmement intéressante. Donc il y a une certaine cohérence qui est donnée à cette discipline, et ce droit musulman algérien va connaître sa période doctrinale la plus faste, la plus célèbre, dans les premières décennies du XXe siècle, sous l'impulsion de Marcel Morand, qui sera très longtemps doyen de la faculté de droit d'Alger, entre 1906 et 1932. Morand, il est moins critique vis-à-vis du droit colonial et moins engagé politiquement que Larcher, mais c'est un esprit curieux et original, qui est sorti des idées toutes faites sur l'immobilisme de la loi musulmane et essayé de se mettre à l'écoute des attentes de la société musulmane et de ses juristes. Et il a réalisé un texte remarquable qui va servir jusqu'à l'adoption d'ailleurs, qui va servir de référence à la Cour suprême et tout, jusqu'à l'adoption du Code de statut personnel de 1984. C'est un texte qui s'appelle « Avant-projet de Code du droit musulman algérien ». C'est une tentative qui va durer une dizaine d'années à être fabriquée. Elle a été faite à la demande du gouvernement général, mais ça a été une entreprise relativement prudente, rigoureuse, consensuelle. Il y a beaucoup de juristes algériens musulmans qui y sont associés, dont un Ashraf qui doit être le grand-père ou le père de celui un Khalil Ashraf. Et l'avant-projet finalement, publié en 1916 chez Adolphe Jourdan, mais il ne sera pas jamais avalisé par le législateur, mais il restera une grande référence doctrinale pour les magistrats. Donc l'appellation droit musulman algérien, comme l'appellation législation coloniale, ne survivra pas non plus à l'indépendance. Mais en réalité, elle est déjà affaiblie depuis longtemps, même si Georges-Henri Bousquet, qui a été peut-être le dernier professeur de droit musulman, a essayé de lui redonner, non pas un des derniers, il y a eu Millot après lui, il a essayé d'en faire une discipline importante, mais il y a eu déjà, par rapport au droit musulman algérien, bon, il y a eu des tentatives de Morand d'avoir une approche originale, compréhensive. Il ne voit pas du tout le droit musulman comme quelque chose de figé, mais comme quelque chose en perpétuelle évolution, tout ça. Il y a un autre auteur, René Monnier, qui était un anthropologue du droit passionnant, qui a aussi essayé d'avoir une vision intéressante du droit musulman algérien. Et puis il y a aussi Louis Millot, après la Seconde Guerre mondiale, qui va enseigner
surtout à la fac de droit de Paris, et qui va rejeter un peu la notion de droit musulman algérien pour revenir à un droit musulman général, moins colonial, à une science occidentale du droit musulman, comme il dit, et son introduction au droit musulman, publiée en 1953, est régulièrement rééditée. Ça sert encore de référence à beaucoup de gens. Donc, pour résumer, dès la fin du XIXe siècle, avec la législation algérienne, avec le droit musulman algérien, on a affaire à deux chaires, deux disciplines bien distinctes à l'école de droit d'Alger, et des disciplines, je rappelle, qui ne sont pas auxiliaires, qui sont vraiment structurantes, assez créatrices dans cette faculté. Elle s'occupe une place importante dans la formation des professionnels du droit. Il y a d'autres disciplines spécialement consacrées à l'Afrique du Nord, sociologie nord-africaine, économie algérienne, mais qui occuperont une position beaucoup moins stratégique. Alors, que deviennent ces enseignements algériens, entre guillemets, mais c'est-à-dire la législation algérienne, le droit musulman algérien, à l'indépendance? Bon, je rappelle qu'à l'indépendance, la faculté est désertée par la plupart de ses anciens professeurs, et les nouveaux responsables, c'est-à-dire quelques Algériens plutôt assistants, et les nouveaux, genre Borella, tout ça qui arrive, les coopérants qui arrivent, leur objectif d'abord, c'est de relancer les principaux cours en s'appuyant sur les coopérants français ou étrangers et sur les quelques enseignants algériens qui rejoignent l'établissement. Et ils se préoccupent, dans l'esprit de la loi du 31 décembre 1962, d'écarter des programmes de la fac les enseignements qui présenteraient un caractère trop colonial, trop contraire au principe de la charte de Tripoli, de la Constitution 63 ou de la charte d'Alger. Et donc, ça touche, ce processus de marginalisation va toucher d'abord et de façon évidente la législation algérienne et le droit musulman algérien. Toutes ces deux disciplines qui étaient centrales cessent d'être enseignées. Alors, la décolonisation de l'enseignement juridique consiste surtout, dans un premier temps, à s'en tenir au programme fixé en 1959 des autres facultés françaises. C'est-à-dire au nom, finalement, de la normalisation de la fac de droit d'Alger, on la désalgérianise de ce qu'elle avait de colonial et on se colle au programme français décret de 1959. Et y compris en matière d'histoire des institutions. C'est-à-dire que, par exemple, le droit romain est enseigné en troisième année par un des rares professeurs dans ces facultés restés sur place. Mais toutefois, certains enseignants commencent très vite à ressentir le besoin d'algérianiser leurs cours en y introduisant des éléments d'information ou d'analyse relatifs à la mise en place des nouvelles institutions algériennes ou bien en commentant les premières lois, les règlements adoptés par le nouvel État. Donc, cette nouvelle algérianisation, qui n'est plus une algérianisation coloniale, mais une algérianisation dans le sens de l'Algérie nouvelle, ne vise plus à adapter, comme précédemment, l'enseignement du droit au contexte colonial, mais à l'ajuster à la nouvelle souveraineté algérienne. Et sans contrainte ni consigne, les enseignants, chacun de sa façon, intériorisent plus ou moins les objectifs de transformation économique et sociale du nouveau pouvoir, s'efforce de répondre aux attentes d'un public étudiant composé, je le rappelle, en grande partie d'étudiants fonctionnaires, anciens militants, anciens maquisards, etc., venus chercher, venus légitimer à la faculté leur formation et un diplôme. Mais cette algérianisation, donc, elle ne bouleverse pas profondément la structure et le contenu de l'enseignement, qui continue à coller au modèle français, même quand il est dispensé par des enseignants connus pour leur progressisme. Et après ce premier temps de désalgérianisation coloniale et de normalisation de l'enseignement sur le modèle français, dans un second temps, il est apparu impossible aux enseignants, quelquefois aux étudiants eux-mêmes, de faire l'impasse sur la connaissance des institutions de l'Algérie coloniale, y compris le droit musulman algérien, y compris les institutions musulmanes reformatées par le droit français. Et donc, on est parti vers une autre approche au bout de quelques années, à la fin des années 60. Il y a eu l'idée de procéder à l'inventaire sous réserve de l'héritage juridique colonial, ce qui impliquait d'en avoir une vue globale. La solution a été notamment le transfert
de la matière du droit colonial ou législation algérienne vers l'histoire des institutions. Et ça s'est fait progressivement, mais c'est fait en grande partie aussi à l'initiative d'un enseignant venu dans Nancy qui s'appelait Claude Collot, qui au début qui était un historien du droit. Il a été là entre 65 et 69, et au début, il se disait ben, je vais faire un cours d'histoire du droit romain africain, comme ça, ce sera une façon d'algérianiser. Puis il s'est rendu compte que c'était débile, ça n'avait aucun sens, et il a plutôt dit moi, je vais faire un cours d'histoire des institutions algériennes qui va d'abord dire ce qu'étaient les institutions coloniales pour comprendre ce que sont les institutions d'aujourd'hui. Donc, il a fait un cours de première année licence, qui n'était pas évident, sur l'histoire des institutions algériennes dans la période coloniale. Ce cours a été polycopié, puis publié en France. 10 ans après sa mort, il est malheureusement mort d'un cancer à 45 ans. Alors, concernant la législation algérienne, cette reconversion de la législation algérienne en histoire des institutions algériennes, comment avait procédé Claude Collot? Il s'était appuyé en partie sur les anciens manuels de législation coloniale, sur les travaux d'historiens de l'Algérie, mais surtout, c'était un historien dans l'âme. Il avait fait des recherches originales en archives, notamment pour la période qui allait de la Seconde Guerre mondiale à 62, c'est-à-dire une époque où il y avait eu énormément de tentatives de réformes qui avaient été faites, et les archives publiques avaient beaucoup de ces réformes de tentatives de réforme des institutions coloniales. Et comme disait Mayou, qui avait préfacé son livre, il ne s'est pas contenté de renverser le discours colonial ou de procéder à une décolonisation sommaire du droit colonial. Il a essayé, en partant des faits, des archives, de comprendre le fonctionnement et les perspectives du droit colonial pour contribuer, comme disait Mayou, à une décolonisation réfléchie des institutions algériennes pour aider à mieux comprendre le sens et les objectifs de celle-ci. Bon, il était conscient des limites de sa démarche. Rappelez-vous que c'est un cours de première année, destiné à des étudiants tout jeunes et moulus d'enseignement secondaire ou à des gens qui avaient été militants pendant de nombreuses années. Et c'était pas formulé, c'était difficile de faire un cours de première année tout en respectant les exigences d'un travail de recherche. C'était pas non plus une histoire générale de l'Algérie, c'est un travail, ce cours se situait sur le terrain relativement spécifique de l'histoire des institutions. Il traitait de l'organisation administrative de l'Algérie, des finances publiques, de la justice, des libertés publiques. Il n'avait pas eu le temps de faire quelque chose sur le statut des personnes. D'ailleurs, son travail n'était pas considéré comme achevé quand il est mort. Moi, j'avais été son assistant, il m'avait précisé par lettre ses intentions. Et il avait commencé, par exemple, un volume 5, un livre 5 sur l'évolution socio-économique de l'Algérie. Il pensait que c'était quelque chose d'important à faire. Il n'a pas eu le temps de le faire. Par contre, il avait fait un livre 6 qui avait eu un développement extraordinaire. C'était sur les courants et partis politiques en Algérie à l'époque coloniale, les courants et partis politiques nationalistes algériens. Et là, il avait d'abord fait 50 pages qu'il avait distribuées aux étudiants, puis après, il avait abandonné tout ça et il avait écrit peut-être 7-8 articles ou une dizaine sur l'Union du peuple algérien, sur l'étoile nord-africaine et toutes des choses qui ont été publiées pour la plupart dans la revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques. Donc c'est une vraie activité de recherche et par exemple les travaux sur le nationalisme algérien, c'était plus fait à destination de jeunes étudiants de première année, c'était plutôt fait dans le cadre des séminaires de recherche de DES qui étaient importants. Quelqu'un, d'ailleurs, a raconté un peu ça, c'est Omar Kahangé, parce que quand il était jeune coopérant à Alger, il faisait un DEA à Oran, il faisait un DEA à Alger, et il suivait tous ces cours de doctorat, au cours desquels, justement, des gens comme Claude Collot ou d'autres essayaient de travailler sur l'histoire du mouvement national algérien, sur des choses comme ça. Très vite, qu'est-ce qui s'est passé pour le droit musulman? Ça a été plus compliqué. C'est-à-dire on n'a pas pu passer de la législation algérienne à l'histoire du droit colonial. Le droit musulman algérien, on ne savait pas trop quoi en faire.
et c'était mal problématisé. D'ailleurs, ça n'intéressait personne, curieusement. C'est-à-dire que le doyen de l'époque, M. Roussier, qui avait été prof de droit musulman, n'avait pas cru devoir recréer, ou il n'avait pas les moyens de recréer le cours et, de droit musulman. Et puis, à l'époque, j'étais étudiant, et avec 5 autres étudiants, il y avait Kessous, il y avait des gens comme ça, Bouayel, on s'est rendu compte que l'option droit musulman comptait double à la fac de droit d'Alger, puisque c'était une discipline plus importante qu'ailleurs, et on a été voir doyen. Alors à l'époque, c'était Borella qui avait pris, qui faisait fonction de doyen sous couvert de Bedjaoui, qui était le doyen en titre, et on a dit, nous, on fait du droit musulman. Et en réalité, c'est parce qu'on savait que c'est une discipline qui comptait double, et Borella avait dit, bon, d'accord, et il avait demandé à un brave Syrien qui connaissait rien au sujet, et qui faisait des cours de tous les côtés, de faire cours, et l'autre, bon, recopier, bousquer, à peu de choses près. En tout cas, vous voyez, un peu, ça n'était pas considéré comme une discipline très importante. Et peut-être que ça faisait peur. En tout cas, le mot algérien, ça avait suivi ce qui s'était fait sous Millot. On supprimait, on mettait, bon, il ne s'agissait plus de mettre l'adjectif algérien à droit musulman. Alors, lors des débats qui ont eu lieu sur la réforme des études et de l'université, en 69, 70 et 71, il y a eu de très vives discussions sur la nécessité de maintenir ou non un enseignement spécifique de droit musulman. Certains enseignements, bon, maintenant qu'il est mort, Mohamed Issad, il me disait, tu nous enquiquines avec le droit musulman, tu te prends pour un officier des affaires arabes. Qu'est-ce qu'on va faire du droit musulman? On ne va pas l'introduire. Enfin, il était contre l'introduction d'un cours qui serait baptisé droit musulman. Et en fait, la matière était intégrée en partie au droit civil, puisque ça faisait partie du droit positif, c'est-à-dire le statut personnel, bon, c'était inspiré du droit musulman, mais ce n'était pas une matière qui donnait lieu à beaucoup de réflexions. Et je me rappelle aussi une réunion à laquelle, pour dire l'esprit de l'époque, je me rappelle une réunion à laquelle j'avais dû représenter la fac de droit, et c'était présidé par Mouloud Mamri, une réunion sur le développement des sciences sociales et tout. Et j'avais dit, mais ça serait quand même bien qu'on ait des choses sur l'islam. Et Mouloud Mamri m'avait dit, mais tu veux qu'on arrête tout de suite cette réunion? Si tu veux qu'on continue à travailler sur les sciences sociales, tu laisses l'islam de côté, c'est pas un objet de sciences sociales, c'est pas un objet de recherche. Bon, et c'était un peu la même chose pour le droit musulman. C'était des recherches illégitimes. Alors, dans d'autres cercles, et là-dedans, le témoignage de Mayou est très précieux dans le bouquin sur le temps de la coopération. Là, ce témoignage dont je parlais tout à l'heure, où il raconte ce qu'il a fait, lui, c'est beaucoup sur différents points, il était pour une arabisation mesurée et non brutale, et il était tout à fait hostile à la création d'une faculté ou d'une université de droit musulman ou de la charia. Il voulait qu'on continue à avoir un département ou un enseignement de droit musulman dans les facs ordinaires, de façon à ce que, au contact du droit moderne, les problématiques, les méthodologies soient appliquées au droit musulman, un peu comme avait fait Morand. Et il raconte que Ben Yahya lui avait répondu méfie-toi parce que quelquefois c'est la mauvaise monnaie qui chasse la bonne. Il m'avait dit que ça peut être l'inverse qui peut se produire. Donc il y avait une gêne, y compris dans les autorités politiques, au niveau des autorités politiques, sur l'enseignement du droit musulman. Il y a eu des polémiques aussi, je me souviens qu'à cette époque, il y a eu 2 colloques à Constantine qui ont donné lieu à 2 numéros spéciaux de la revue algérienne et qui avaient chauffé très sec, notamment qui avaient attaqué très vivement ce professeur Kopp, qui était professeur de droit musulman, j'ai oublié le nom, excusez-moi. Il y avait un cours de droit musulman chez Dalloz, qui était dirigé par un professeur Kopp, j'ai oublié son nom. Enfin, il s'était fait attaquer, y compris parce qu'il était copte. Donc, c'était pas Salah Eddin, non? Non, non. Ah non, Salah Eddin, c'est celui qui nous faisait le cours. Ah non, voilà. Oui, mais j'ai pas voulu, c'était un très brave type, mais il n'y connaissait rien en droit musulman. Et je me rappelle qu'on avait le petit bousquet devant nous pour suivre son cours, parce que son cours, il nous dictait bousquet. Bon, juste quelques mots sur ce qui s'est passé au niveau du 3e cycle. Puisque, cette reconversion des enseignements propres à l'Algérie coloniale, législation algérienne, droit musulman,
ne s'est pas limité à la licence, mais s'est développé aussi au niveau du troisième cycle. Et l'histoire de la période coloniale, celle du mouvement national, ont fait l'objet en troisième cycle d'importants séminaires menés en coopération avec l'Institut d'études politiques et avec des enseignants venus d'autres facultés. Le public était très motivé, il y avait donc énormément d'anciens militants, et ceux qui pilotaient ce séminaire, c'était Fatin qui a vu l'initiative, mais appuyé très fortement par Ahmed Mayou, et puis participer au séminaire des gens comme Mafia Kalash et tout ça. C'était un séminaire un peu interfac, interdisciplinaire, qui quelquefois a mobilisé jusqu'à une centaine d'étudiants. Hein. C'était tout à fait intéressant pour un séminaire de troisième cycle. Il y avait Guénanesh qui participait, Abderrahim Taleb Bendia, qui est mort il y a plusieurs années. Et puis les invités, Nouchi, Ageron, Galisso, tout ça. Donc ces séminaires étaient des espaces de débat très libres dans lesquels s'investissaient les étudiants d'autant plus fortement que pour beaucoup, ça consistait à réfléchir ou à revisiter leur expérience de militants, leur expérience de maquisards quelquefois. Donc il y avait des choses vraiment très intéressantes et dans un esprit de recherche qui se faisait. Et c'est une époque aussi où on allait interroger les gens. Il y avait des vieux militants qui mettaient à notre disposition des collections de journaux. Ça a notamment permis beaucoup à Claude Collot de faire ces articles. Il y avait aussi, donc, sur le plan documentaire, l'aide de Jacqueline Guérouch, qui était considérable. À côté de ces études sur le mouvement national, on avait fait aussi quelque chose auquel je participais directement, qui était un séminaire sur la littérature coloniale. On avait fait un séminaire interdisciplinaire sur littérature, un roman colonial et institution coloniale. Ça avait donné lieu à un numéro spécial de la revue algérienne qui avait dû surprendre tous les magistrats qui étaient habitués à ça. Bon, tout ça, je le répète, se faisait avec l'aide très forte du doyen, lui-même soutenu par Ben Yahya, dont il était un collaborateur très proche pour la réforme. Ça n'a pas toujours été facile, il y a des choses qui nous étaient un peu cachées, mais c'est vrai qu'à un certain niveau, enfin, pas forcément politique, mais ça suscitait des réactions, par exemple, du niveau de la fac des lettres, des choses comme ça. Voilà. Donc, en conclusion, je voudrais résumer très brièvement les facteurs qui ont stimulé dans la faculté de droit d'Alger au lendemain de l'indépendance un intérêt pour l'histoire politique, juridique, culturelle des institutions algériennes du temps colonial, de ce qui avait précédé l'indépendance. Premier facteur, je crois que on avait une liberté totale d'action parce que finalement, toutes ces recherches se faisaient sans aucune base juridique. Il fallait voir que la seule base juridique qui servait pour la réglementation des examens, et moi j'avais beaucoup aidé Mayou à établir des textes, c'était un décret de 59 qui organisait le système, les facultés françaises, ou le décret, enfin, je ne sais plus ce que c'était, et on voyait par exemple le doyen prendre une circulaire du doyen modifiant l'article temps du décret de 59, parce qu'il fallait quand même donner un semblant de base vis-à-vis des étudiants. Donc il y avait une grande liberté avec les programmes et les réglementations, ça c'était formidable. Deuxième facteur, les étudiants, comme je le répète aussi, étaient très fortement motivés par des sujets qui leur donnaient l'occasion de revenir sur leur expérience passée, une expérience et une histoire dont ils avaient été des acteurs. Et troisième facteur, je me souviens toujours comment Alida a dit ça. Monsieur, je voudrais vous dire, je crois que sur ce sujet, vous le connaissez, il a une petite voix, et c'est un homme qui a des opinions très fermes et qui avait une petite voix. Il parlait toujours très, très poliment, tout ça. Alors, il y avait une façon de corriger l'enseignant qui était très amusante quelquefois. Troisième facteur, les enseignants algériens ou français qui s'intéressaient au temps colonial à cette époque n'étaient pas animés par le sentiment par la logique de ce qu'on appelait les études postcoloniales et coloniales sous-élevées, ça on n'en parlait pas du tout. Ce qui les motivait, clairement, c'était qu'il fallait travailler sur cette époque pour mieux comprendre ce qui se développait sous nos yeux, et que c'était vraiment travailler sociologiquement sur
une dépouille toute tiède, un cadavre tout chaud du système qui précédait, c'était extraordinaire. Et puis on avait envie de travailler de façon globale. C'est à ce moment-là qu'on s'est mis à travailler, non seulement sur le droit, mais sur l'histoire, sur le nationalisme, sur la littérature, parce qu'on se disait comment comprendre dans un univers mental complexe, comme était celui de l'Algérie coloniale, quelle était la part du droit, quelle était la part de la littérature. Et par exemple, on s'apercevait que le droit, comme je l'avais dit tout à l'heure, se censurait volontiers, ne disait pas tout, ou euphémisait, sauf sous Vichy, ou sous le code de l'indigénat, mais que dans la littérature, le roman colonial des Pieds Noirs, par exemple, il nommait la lutte des races. Hein, dans ce roman, il y avait nous et les Arabes, enfin il y avait... bon, les textes juridiques ne disaient pas ça, mais on comprenait beaucoup mieux en mettant en rapport les textes littéraires, les textes juridiques, les textes politiques, on comprenait mieux ce qui se passait. Par exemple, des textes juridiques très importants, non pas pour leurs effets immédiats, mais pour leurs effets idéologiques, ça avait été les Senatus Consuls de 1863-65. On peut dire qu'une grande partie des débats nationalistes se sont construits, ont essayé de tirer parti de l'existence des Senatus Consuls, notamment de l'affirmation selon laquelle l'indigène musulman est français, c'est-à-dire que c'était l'attribution de la nationalité française aux Algériens musulmans. Bon, après Napoléon III, l'Algérie française, ça a un peu balayé tout ça, mais en tout cas, c'est des débats qui étaient très importants. Donc, et après la coopération, les recherches se sont poursuivies sur ces sujets-là. Par exemple, à Aix, on a fait des programmes qui s'appelaient Islam et politique au Maghreb, qui étaient pilotés par Jean-Claude Vatin. On a fait l'enseignement du droit musulman aussi. Pour nous, c'était un peu une continuation de ce qui avait été fait à Alger. Et idem le temps de la coopération, ou le bouquin d'hommage à Bayou sur le débat juridique au Maghreb. Quatrième et dernier facteur qu'il faut rappeler, c'est évident, mais c'est une condition quelquefois de la réussite dans notre domaine, c'est que on avait bénéficié du soutien d'une administration bienveillante, c'est-à-dire aussi bien au niveau local, avec le doyen, qui savait prendre ses risques éventuellement, et qui participait à plein d'autres débats, à la demande de Ben Yahya d'ailleurs, ou de le ministre suivant, Ben Harry, il veillait à assurer une liberté d'action privilégiée pour la faculté de droit et les enseignants. Donc, mais en même temps, comme je vous le disais, la faculté de droit occupait une place tellement stratégique dans le dispositif algérien, surtout la faculté de droit d'Alger, qu'elle était ménagée. Et puis au-dessus, il n'y a eu aucun doute qu'il y a eu le soutien aussi de Ben Yahya pendant un moment. Donc un moment très favorable pour des recherches interdisciplinaires, pour une façon de repenser le droit colonial, pour faire un bilan, un inventaire sous réserve, voir ce qui pouvait être maintenu de ce qui avait été fait. Il n'y avait pas, par exemple, Morand ou Larcher, ce n'étaient pas des juristes à jeter à la poubelle de l'histoire. Larcher, c'était tout à fait remarquable, et Morand, sa vision du droit musulman algérien était presque progressiste. Il disait, il avait une vision très positive du droit musulman algérien. Là où il ne voyait pas suffisamment les choses, c'est que en contribuant à développer une discipline qu'il appelle droit musulman algérien et dont il voulait qu'elle soit un aspect du système juridique français, il fondait aussi les bases d'une discrimination entre les personnes. C'est-à-dire le droit musulman algérien, qui était une façon de répondre aux engagements de la Convention de capitulation de 1830, fondait aussi le statut infériorisé, discriminatoire des indigènes musulmans. D'une certaine façon, là où Morand essayait d'agir de façon progressive, le code de l'indigénat, à partir du statut personnel des musulmans, enfonçait les mêmes musulmans dans un système très inégalitaire dans l'ordre colonial. Donc tout ça avait besoin d'être remis sur la table, remis un peu... voilà. Bon, il y aurait bien d'autres choses à dire sur d'autres disciplines. J'ai essayé de vous présenter les choses dont j'ai été témoin, un tout petit peu acteur, parce que j'étais assistant, mais j'avais la chance de travailler avec des gens
très proche. Sur les réformes de 71, je vous renvoie à l'article remarquable qu'a fait Mayou dans le temps de la coopération, puis sur les réformes qu'on suivit, sur les débats sur l'arabisation, tout ça. Ce sont des débats qui ont été violents, qui sont poursuivis souvent et qui ont compté. Mais paradoxalement, la recherche en sciences sociales a tiré un peu son épingle du jeu. Elle est restée bilingue d'une certaine façon. Elle s'est poursuivie aussi en lien avec ce qui se faisait de l'autre côté de la Méditerranée chez les Algériens de France, si on peut dire, ou ceux qui s'étaient exilés. Enfin, tout ça, c'est une histoire qui a besoin d'être connue pour comprendre le présent. Voilà.